Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur cette conférence aujourd'hui pour assister à la remise du livre blanc qui concerne le rétrofit GNV. Alors c'est un travail qui a été fait en partenariat avec plusieurs acteurs dont j'aimerais vous présenter, mais ok, c'est bon. Donc qui a été fait en partenariat avec plusieurs acteurs, donc des contributeurs directs et des gens qui nous soutiennent. Aujourd'hui, nous allons remettre le travail du livre blanc donc, qui a été le fruit de l'ensemble de ces acteurs pendant plusieurs mois. Alors, pour vous présenter les résultats principaux et assister à la remise du livre blanc, j'accueille aujourd'hui Bruno Millienne, donc député des Yvelines, Monsieur Alexis Giberg, président de l'OTRE. Non, président, c'est ça? Oui, ok, je n'ai pas fait d'erreur. Ensuite, nous avons Jean-Christophe Gautron, qui est secrétaire de l'OTRE, Frédéric Martin, directeur général de GRDF, Daniel Atouzé, qui est business developer au CRMT, Benjamin Simon, chef de projet GNV en région, GRDF, et Joris Melgar, qui travaille à l'IFPEN et qui a travaillé sur l'étude rétrofit, sur l'impact environnemental du rétrofit GNV et bio-GNV sur les véhicules. Alors tout d'abord, je vais passer la parole à Jean-Christophe. Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse justement du livre blanc, puisque vous avez été à l'impulsion de la rédaction de ce travail? Oui, écoutez, monsieur le député, messieurs les présidents, messieurs les partenaires du livre blanc, chers et chers amis, effectivement, la genèse du livre blanc, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et la demande d'un certain nombre de mes adhérents qui, à 3 ans en arrière, ont été confrontés à une réalité et une injonction paradoxale. Accompagner un certain nombre de croissances économiques sur la métropole lyonnaise, mais avec des véhicules qui ne correspondaient pas et qui ne correspondaient plus à la norme de la zone à faible émission qui venait de s'installer, qui venait de se mettre en place. Avec notamment, pour les transporteurs TP qui ont été les premiers à nous alerter, une demande d'accompagner la croissance de la rénovation urbaine du Grand Lyon, notamment les chantiers de la Pardieu, qui est un chantier majeur sur Lyon, avec des véhicules à traction 53 tonnes TP, mais avec néanmoins une interdiction, rentrer accompagner ces chantiers parce que les véhicules étaient de génération Euro 5. La question s'est posée, comment faire? Et de cette réflexion se sont croisées les réflexions d'entreprises du déménagement, d'entreprises du froid dirigé, qui globalement partagent avec les transports pour les travaux publics un constat. Ces entreprises sont toutes des entreprises qui sont, malgré leur statut de transporteur, des gens qui roulent peu, mais qui ont tous la particularité d'avoir des véhicules avec des amortissements longs, parce que des équipements à très forte valeur ajoutée. Donc il a fallu travailler à apporter une solution dans le panel des choses possibles dans la transition énergétique. Pour certains de ces métiers, notamment l'électrique, notamment l'hydrogène, ne répondaient pas factuellement et techniquement et technologiquement parlant à la demande. Quand il s'agit de faire rouler un porteur froid dirigé en électrique, il faut se poser de la question où on flèche électrique sur le moteur, où on le flèche sur la cabine froid, mais globalement, l'énergie ne peut pas servir aux deux, donc il faut apporter une réponse. Nous sommes dans une logique, nous étions à la sortie de la crise Covid, il fallait prendre en compte aussi la difficulté des industriels après-crise à proposer des véhicules neufs de la transition énergétique, quelles que soient les énergies. Et on s'est aperçu que l'énergie la plus disponible, la plus facile à mettre en œuvre au regard des travaux qu'avait pu conduire le CRMT avec les autocars dans les colcars, la dimension du rétrofit GNV nous paraissait la plus pertinente. À partir de la base de ces travaux, j'ai sollicité GRDF, j'ai sollicité CRMT, j'ai sollicité CARA, qui ont accepté de travailler avec moi, et donc sur 2 ans et demi, s'est mis la dynamique de la réflexion, de porter cette réflexion qui arrive à la réalisation de ce livre blanc aujourd'hui.
Je profite d'avoir la parole pour remercier tous ces gens qui ont bien voulu s'associer à nous pour faire en sorte que la réussite de ce livre blanc soit effective à ce jour. Merci à tous et merci à eux. Merci Jean-Christophe. Alors, en termes d'exemple justement d'exploitabilité de véhicules dans les ZFE en centre-ville, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous donner justement l'exemple de GRDF ? D'abord, je rappelle juste que GRDF est un gestionnaire d'actifs publics puisque les canalisations de gaz appartiennent aux collectivités. Et depuis une dizaine d'années, que ce soit des métropoles ou des territoires périurbains ou ruraux, les élus, qui sont nos autorités concédantes, nous demandent de contribuer à l'émergence de solutions locales, j'allais dire en remplacement de solutions du gaz qui était aujourd'hui importé. Alors depuis 10 ans, GRDF accompagne le monde agricole, notamment dans la méthanisation. On arrive maintenant dans la deuxième vague de gaz, avec les gaz de synthèse, la mise en place de la méthanisation pour les biodéchets. Et parallèlement, on a vu se développer depuis les années 2000, mais depuis vraiment 10 ans, la solution bio-GNV qui s'est imposée en complément de la solution GNV, parce que ça répondait à des besoins d'abord d'émissions de particules fines dans les villes. C'était vraiment la première demande en métropole, c'était la qualité de l'air, c'était vraiment le premier sujet. Ensuite, le deuxième point, c'était le fait de conserver une capacité de charge et de puissance dans une durée, c'est-à-dire la durée d'utilisation. Et progressivement, on a vu que les acteurs migraient sur le GNV, enfin le GNC comprimé. Et ensuite, de plus en plus, avec la montée en charge de la méthanisation qui était produite sur les mêmes territoires, on a vu ces mêmes acteurs progressivement basculer sur le bio-GNV. Et je donne un exemple parce que l'année dernière, on a été tous dans une machine à laver avec la crise sortie de Covid et crise ukrainienne. Et malgré tout ça, dans cette crise-là, on a continué de progresser dans les solutions bio-GNV. On a vu que le taux de bio-GNV continuait de progresser et le taux de véhicules continuait, malgré le fait qu'on avait une explosion du prix du gaz qui aujourd'hui, heureusement, redescend bien. Donc on voit que c'est une solution qui est pertinente, qui vient compléter d'autres solutions technologiques comme le précédent intervenant l'indiquait. Et que c'est une solution qui ramène de la valeur dans les territoires. Et on en parlait juste avant, c'est aussi une solution qui qui travaille l'indépendance énergétique du pays et aussi qui est un peu un firewall sur, j'allais dire, des transporteurs étrangers. Voilà, parce que je pense que plus on développe cette partie-là, plus on évitera d'avoir, j'allais dire, une cannibalisation du transport par des acteurs étrangers. Donc c'est des choses qui amènent de la valeur. Et le rétrofit s'impose, j'allais dire, en complément. Hein. On voit que le pouvoir d'achat touche de plus en plus la population française et les sociétés. La deuxième chose, il faut voir qu'avec les jeunes, on est plutôt dans le sens du vent. C'est-à-dire que quand on dit on prend un véhicule, on change juste le moteur et on repart parce qu'il y a pertinence à conserver le châssis avec les options qui sont souvent très coûteuses, ça devient une évidence. Donc en plus, il y a un vrai message politique dedans en disant on est soucieux du contenu carbone, certes du carburant, mais aussi de la machine en elle-même. Et je pense que c'est un message d'espoir où on n'est pas simplement dans une consommation. Les transporteurs qu'on a souvent pointés du doigt comme étant, et je suis fils de dieseliste, donc je sais de quoi je parle, on a souvent pointé les camionneurs comme des pollueurs, etc. Non, aujourd'hui, on a du transport qui peut être propre avec des vraies solutions. Il faut simplement harmoniser, et on en parlait avec monsieur le député tout à l'heure, un certain nombre de choses parce qu'il faut reposer les bases. Et je trouve que la qualité de ce livre blanc, c'est de remettre un peu de sagesse et de remettre des bases solides à partir desquelles, j'allais dire, l'ensemble du secteur, avec les pouvoirs publics, vont construire la solution de demain. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, effectivement, le gaz naturel et le biométhane sont bien adaptés pour entrer en ZFE avec la vignette Critère 1. Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer, par contre, d'un point de vue technologique et réglementaire, quel est l'état de l'art aujourd'hui sur cette solution ? Oui, merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour introduire le propos, peut-être rappeler que toute énergie alternative, tout carburant alternatif qui contribue aujourd'hui à la décarbonation du transport doit s'appuyer sur 3 piliers. Tout d'abord, une production d'énergie locale, bas carbone et en quantité suffisante. Deuxièmement, un réseau d'infrastructures qui permettent un ravitaillement efficace pour les usagers. Et enfin, des véhicules qui répondent aux besoins et aux contraintes des cas d'usage des professionnels. Alors, s'agissant du bio-GNV, ces piliers sont solides, ce qui fait du bio-GNV aujourd'hui une solution qui est mature et disponible. Quelques chiffres pour étayer le propos. Concernant la production, aujourd'hui, la production de biométhane en France, elle repose sur un peu plus de 500 sites d'unités de méthanisation partout sur le territoire,
qui représente une capacité de production de 9 TWh. Pour fixer l'ordre de grandeur, 9 TWh, c'est l'équivalent de la production d'1,5 réacteur nucléaire. Ça, ce résultat, ça nous positionne en avance par rapport aux engagements pris dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie en cours. Et ça nous engage sur une trajectoire qui vise à ce que d'ici 2030, 20% du gaz qui sera consommé en France sera du gaz bas carbone. Et une trajectoire qui nous emmène un peu plus loin, qui vise à ce que d'ici 2050, on soit dans l'indépendance énergétique gazière que Frédéric rappelait tout à l'heure, pour qu'à cette échéance, 100% du gaz qui soit consommé en France soit du gaz bas carbone. S'agissant de l'infrastructure, les 3 dernières années en fait, ont été extrêmement dynamiques en termes de développement et de mise en service de stations d'avitaillement. On compte aujourd'hui sur le territoire plus de 600 stations en service disponibles pour les professionnels, pour les usagers, dont la moitié sont des stations ouvertes au public. Et enfin, sur la question des véhicules qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, la filière BioGNV en fait, a la chance de pouvoir s'appuyer sur une gamme de véhicules neufs qui est large et qui répond en grande partie aux besoins des usagers et aux contraintes des professionnels. Néanmoins, la question du rétrofit se pose. Et si elle se pose aujourd'hui, elle se posera probablement pour un certain nombre de raisons de plus en plus dans les années à venir. Et la réponse à cette question du rétrofit quelque part versus l'acquisition d'un véhicule neuf, elle dépend de plusieurs paramètres, dont les principaux sont probablement l'état général du véhicule qu'on souhaite renouveler, sa durée de possession, ça a été dit tout à l'heure, son âge, mais également la valeur des équipements qui peuvent composer le véhicule et qui gravitent autour. Et dernier élément important sur la pertinence du rétrofit par rapport à l'achat du neuf, c'est l'existence d'une offre neuve compétitive sur d'autres énergies alternatives. Alors, fort de ces propos, et dans le cadre du travail sur le livre blanc, il y a 3 types de véhicules et 3 cas d'usage associés qui sont probablement les plus pertinents à travailler dans un premier temps, s'agissant du rétrofit BioGNV. Tout d'abord, les véhicules utilitaires légers, qui devront rentrer demain dans les zones à faible émission avec une vignette critère 1, et pour lesquels le cas d'usage ne permet pas à la solution électrique de s'imposer, notamment pour des raisons de charge utile, par exemple. Deuxièmement, il y a les autocars, pour le cas d'usage spécifique du transport scolaire. Et ensuite, il y a les poids lourds, qui sont dotés d'équipements onéreux, et on pense, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, aux camions qui font du transport frigorifique, aux camions d'approche chantier pour le BTP, comme les camions toupies, les camions Ben-Grue, ou encore des véhicules spécifiques de voirie, comme des aspiratrices ou des balayeuses, par exemple. Alors techniquement, j'en viens après cette introduction à ta question. Le rétrofit BioGNV, ça englobe de multiples facettes. Bon, ici, pour faire court et pour résumer, on va peut-être retenir l'idée que ça consiste en fait à modifier la source d'énergie qui permet au véhicule d'avancer et en l'occurrence permettre au véhicule de fonctionner au BioGNV. On est toujours dans le monde du véhicule et du moteur thermique. Et moteur thermique n'est pas un gros mot ici. Il ne faut pas que ça devienne un gros mot. C'est même ici en fait une opportunité puisque ça permet aux industriels, ils sont présents ici, et aux professionnels qui proposent des solutions de rétrofit, d'envisager plusieurs approches technologiques au rétrofit BioGNV. Il y en a 2 principales. La première, elle consiste à remplacer le moteur d'origine par un moteur spécifique fonctionnant au gaz naturel. La deuxième approche, elle consiste à conserver le moteur d'origine, à le transformer, à le convertir, éventuellement après une phase de reconditionnement, pour lui permettre de fonctionner tout ou partie à l'énergie gaz naturel. Dans tous les cas, l'approche technologique, et peu importe qu'on soit dans le cadre d'un remplacement ou d'une conversion, elle requiert d'intégrer des bouteilles de stockage sur la structure du véhicule d'origine. Ces bouteilles de stockage qui font office de réservoir. Elle engage aussi les constructeurs à réaliser un système de raccord entre ces bouteilles de stockage et le moteur au travers d'un système de tuyauterie sous pression. Et enfin, elle impose également
de créer l'interfaçage en fait, entre tous ces nouveaux modules avec les organes de sécurité, de commande et la chaîne cinématique existante du véhicule. D'un mot pour terminer quand même d'un point de vue technologique et quelle que soit l'approche, ça a été dit mais j'insiste sur ce point, le rétrofit de manière générale, mais le rétrofit BioGNV en particulier, ça s'intègre vraiment dans les principes de l'économie circulaire et d'une transition écologique qui est vertueuse, notamment en favorisant le réemploi d'un maximum de matières et de matériaux des véhicules d'origine. Les premiers projets de rétrofit qui ont vu le jour à ce stade montrent un taux de réemploi de l'ordre de 80%. Merci Benjamin. J'aimerais, avant de continuer, vous présenter deux personnes dans l'Assemblée. Donc Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône. Merci de nous avoir rejoints. Et Sébastien Lerendu, directeur général de la société Faral en Mayenne. Alors, pour rebondir sur le sujet, effectivement, il y a la technologie, mais cette technologie va appeler des adaptations sur le territoire. Frédéric nous en a parlé aussi précédemment. Alors, Daniela, Sébastien, pouvez-vous nous dire un mot justement sur l'impact territorial que peut avoir le rétrofit? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je commence du coup, Sébastien. Peut-être un mot aussi rapidement sur CRMT, qui on est et pourquoi on s'est retrouvé ici aujourd'hui à faire du rétrofit. CRMT, c'est une société d'ingénierie qui existe depuis 45 ans et qui est avant tout spécialisée dans la mesure de polluants en conditions réelles de circulation et dans le développement des motorisations thermiques, qu'elles soient gaz naturel, hydrogène demain, pourquoi pas. Mais donc on sait que le moteur n'est pas mauvais, c'est ce qu'on met dedans qui peut l'être, donc ça c'est important. Et c'est vraiment cette expertise sur des domaines très spécifiques qui nous a permis de répondre aux demandes du marché en termes de rétrofit. Donc ce n'était pas vraiment une stratégie depuis des années de l'entreprise, mais c'est vraiment des besoins, comme Jean-Christophe Gautron l'a dit, des besoins de plusieurs industriels, des entreprises de transport, des collectivités aussi qui sont venues nous voir à plusieurs reprises et qui nous ont demandé de faire ces solutions. Donc aujourd'hui, je dirais, il y a un impact territorial important dans le rétrofit, mais notre apport, en fait, il ne se situe pas seulement à ce niveau-là. Nous, déjà, l'année dernière, on a pu démontrer que le rétrofit était possible, et ça, c'est vraiment important. À l'heure à laquelle on se parle, on n'est pas dans des suppositions. Est-ce que ça peut être bien? C'est déjà bien. L'année dernière, il y a eu 2 homologations qui ont été faites au CRMT. La première sur une motorisation dédiée à des usages non routiers, donc je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est important aussi. Et la deuxième, donc sur l'autocar, qui a été mentionné plusieurs fois, avec le remplacement de la motorisation. Et donc, ce premier projet n'a pas seulement permis de démontrer que c'est possible, mais ça a aussi permis de démontrer que ça a vraiment un sens. Et la preuve, aujourd'hui, on travaille déjà sur la suite de ce beau projet, mais sur des autocars qui sont des générations plus récentes, pour des volumes qui sont 10 fois plus importants. Pour le premier projet pilote en Pays de la Loire, on parle d'une flotte de 100 à 150 véhicules rétrofités avec un premier client pilote, avec une technologie prouvée existante. Donc, c'est pas rien. Ça fait beaucoup de gaz et beaucoup de diesel en moins. Ça fait des tonnes de CO2 d'éviter. Et surtout, et c'est là où je vais en venir, ça représente des centaines d'emplois. Enfin, on va d'abord parler du maintien, donc on va rester modeste. J'en parlais tout à l'heure avec l'association Biogas for Life, par exemple, qui travaille avec Noroto pour les faire monter en compétences afin qu'ils installent des kits de rétrofit. Et ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser et qui a quelque part qui n'a pas été suffisamment détaillée dans le livre blanc, je trouve. Le rétrofit, ça permet aussi de maintenir des emplois qui demain vont être perdus si on passe au tout électrique, et puis d'en créer des nouveaux aussi. Donc notre apport, je dirais, se situe au niveau de notre volonté d'accompagner ces industriels. Nous, on va les former, on va les accompagner, on va apporter cette expertise et cette connaissance particulière pour que ça puisse continuer à se faire. Et il faut que ça se fasse, puisque nous, tout seuls, on ne va pas permettre au rétrofit d'avoir autant d'impact que ce qu'il peut avoir. Il y a un grand potentiel dans cette activité, mais tout seul, on ne peut pas. Donc, on va apporter ça, et c'est quelque chose de déjà très concret en Pays de la Loire
qu'on va pouvoir voir dans les mois à venir. Ben, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que nous, on est parti d'un constat qui est que l'électrique n'était pas la seule solution et c'était en aucun cas l'alpha et l'oméga de la mobilité de demain. Que nous, on travaille pratiquement exclusivement, aujourd'hui, on fait déjà du rétrofit, mais diesel. On travaille à 95% pour des utilitaires et qu'il fallait amener des solutions à nos futurs clients avec l'arrivée notamment des ZFE. Le marché en France du VUL, il est de 6 millions d'unités. Nous, notre cible, véhicule équipé pour des raisons économiques évidentes, c'est 1,2 million à peu près, 2020, chiffre 2020. Nous, on a été très ambitieux, on a visé 2% de ce marché. 2% de ce marché, c'est à peu près 25 000 véhicules. 25 000 véhicules, ben, c'est 12 ans de mon activité à aujourd'hui. Donc vous imaginez bien les impacts sur l'emploi local, c'est très important. C'est non délocalisable, hein. On ne va pas envoyer son véhicule ou son moteur en Inde ou en Chine pour le refaire. Donc c'est la contribution à continuer à développer l'industrialisation telle qu'elle existe. Et on travaille sur 3 filières avec ce projet. La filière industrielle dont je fais partie, mais également CRMT et j'espère bientôt beaucoup d'autres. La filière de la distribution et des garages, qui demain, si on passe au tout électrique, à part changer les pneus et les essuie-glaces, ça va devenir très compliqué pour eux. Et puis la filière méthanisation, bien évidemment, Monsieur Martin en a parlé. Donc il était évident de trouver quelque chose qui soit écologique, parce que aujourd'hui, je vois pas, enfin, je ne verrai pas de contre-argument à dire que ça va pas bien, hein, clairement, tous les jours on le voit, qui soit économique, parce que dire à des artisans qui ont franchi les étapes du Covid, avec toutes les difficultés, la crise énergétique, etc., et ben messieurs, dames, il va falloir acheter des véhicules neufs qui coûtent une fortune et vous allez remettre dessus des équipements qui vont faire que ça va coûter encore plus cher. Donc amener une solution qui soit économique et qu'on arrête de parler d'écologie punitive. Ça, c'est important. Mais il faut aussi que ce soit pragmatique. C'est-à-dire que s'il faut faire 500 km pour trouver une station, pour faire le plein, et qu'on met 9 heures à faire le plein, comme certains de nos concurrents, ça ne fonctionnera pas non plus. Les chiffres ont été donnés. Donc ces solutions existent. Je pense qu'on parlera après des freins à aujourd'hui. Mais nous, technologiquement parlant, sur la filière industrielle, on est prêts. Une fois qu'on aura l'autorisation de le faire, on va créer un maximum d'emplois directs, bien évidemment, dans toutes les sociétés qui se lanceront dans le rétrofit. Et on va créer beaucoup d'emplois indirects, parce que c'est aussi des usineurs à côté de chez nous, c'est des gens qui vont nous fournir des pièces, c'est des transporteurs qui vont transporter nos moteurs, c'est des garages qui vont installer nos kits. Donc c'est très très important. Monsieur Macron en a parlé il n'y a pas très longtemps d'écologie et de réindustrialisation. Je pense qu'avec le rétrofit, on est pile poil dedans. Donc je ne verrai pas d'argument à nous dire que ce n'est pas possible. La seule solution pour moi, c'est quand ? Enfin, c'est la seule question. Merci. Alors justement, la question de savoir comment les choses vont se débloquer viendra après cette présentation. En tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est déjà un premier focus. Nous avons vu les impacts opérationnels, le besoin remonté par le terrain, justement, d'avoir des solutions qui permettent de rentrer en ZFE. Nous avons vu l'impact, donc un exemple de flotte. Ensuite, l'impact technologique sur le véhicule, l'impact territorial. Mais l'impact environnemental, quel est-il ? Est-ce que, Joris, tu peux nous dire en 2-3 minutes maximum, je fais le timekeeper, les résultats de l'étude que tu as pu mener pour l'ADEME ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, à l'IFP Énergie Nouvelle, on a mené une étude avec l'ADEME et GRDF qui visait à comparer différents scénarios de renouvellement d'applications lourdes diesel, dont on voit le périmètre de l'étude ici. Donc sur des véhicules utilitaires légers, sur des autocars de 12 mètres, sur des poids lourds de livraison 19 tonnes. Et finalement, on retrouve les différents vecteurs qu'on a étudiés dans le scope de l'étude. Donc le diesel comme étant la référence, et ensuite un passage au gaz naturel et au biogaz. Et à droite, vous voyez les 3 scénarios qu'on a comparés dans l'étude. La comparaison, elle s'est faite selon une méthodologie analyse cycle de vie, avec la prise en compte de ces différents scénarios, notamment le fait, à partir de 10 ans d'utilisation d'un véhicule diesel, de se poser la question de savoir ce qu'on faisait pour les 10 années qui suivaient, soit le passage vers un véhicule gaz neuf, soit un rétrofit, soit de continuer au diesel, et nous assurer derrière, avec la prise en compte de tous les éléments cycle de vie des composants,
de la viabilité environnementale de la solution de rétrofit vers du gaz ou du biogaz. Donc voilà pour le périmètre de l'étude. Sur la méthodologie, slide suivante. Donc, comme je disais, on s'est appuyé sur l'analyse cycle de vie pour comparer les différents scénarios de renouvellement. Donc rétrofit, neuf, avec prise en compte de l'achat d'un véhicule neuf, mais aussi de la mise à la casse du véhicule qui avait été exploité pendant 10 ans. Donc ça, vous le voyez, c'est plutôt l'axe qui est vertical avec la prise en compte du cycle de vie de l'ensemble des composants, dont notamment les réservoirs, le passage à des réservoirs en fibre de carbone type 4, et également la prise en compte sur l'axe horizontal de la filière énergétique, donc notamment sur l'amont énergétique, la possibilité, notamment dans le cas biogaz, de pouvoir capter le CO2 de l'atmosphère et de le relâcher lors de la phase d'utilisation et d'exploitation du vecteur gaz. Et ensuite, sur les résultats de l'étude, là, on voit une synthèse, sachant que l'étude, elle a été publiée sur le site de l'ADEME, donc sur la librairie ADEME, elle est disponible entièrement, avec l'ensemble des hypothèses et l'ensemble des résultats. Là, ce que vous voyez, c'est une synthèse qui illustre bien finalement le message simple de l'étude, qui a permis de quantifier l'intérêt environnemental de passer au gaz sur les 3 applications, en prenant en compte les différents types d'usages qu'on pouvait retrouver sur ces applications, donc autocar, VUL et poids lourd 19 tonnes. Et ce qu'on voit donc en bleu, c'est plutôt des passages vers du gaz naturel, avec les scénarios rétrofit et achat d'un véhicule neuf à partir de 10 ans. Donc on voit qu'on a dès ce scénario des intérêts, enfin un gain environnemental qui est quantifiable. Donc uniquement sur le critère CO2, c'est une analyse ACV qui est monocritère sur le CO2. Et puis bien sûr, lorsqu'on passe sur des solutions biogaz, a fortiori si on envisage le rétrofit, on voit qu'on a des gains substantiels qui sont au-delà des 80% de réduction des émissions de CO2 équivalentes sur l'ensemble du cycle de vie. Donc là, dans l'hypothèse, je le rappelle, d'une exploitation après 10 ans d'exploitation justement d'un véhicule diesel, et on a quantifié ce 80% de gains sur une durée supplémentaire de 10 ans. Très bien, merci. Alors avec les résultats que l'on voit en faveur du rétrofit bio-GNV, l'impact positif au niveau du territoire par rapport à l'emploi, la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi est-ce que le rétrofit bio-GNV n'est pas encore aussi répandu dans les villes? Frédéric, est-ce que vous pouvez nous faire un point justement sur les leviers qui seraient activés pour rendre possible cette solution demain? Alors le premier élément qui explique le démarrage progressif du bio-GNV, c'était d'abord, ça a été indiqué tout à l'heure, c'est le développement des stations. Moi j'avais en tête, en 2013 il y avait 13 stations, on en parle de 600 aujourd'hui, ce qui montre la progression en très peu de temps. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, on a, enfin vous voyez, on est passé de 13 à 600, donc ça montre tout de suite la croissance des infrastructures. Ça s'explique facilement, hein. Le gaz se comprime, les réseaux, il y a 200 000 km de réseaux, hein, hors transport. Donc il y a une grande facilité et ça ne coûte pas très cher. Hein, mais il fallait ces stations-là. Bon, donc il y a une prise de conscience des collectivités. Il y a énormément de départements qui ont déployé des plans de mobilité avec des déploiements de stations, j'allais dire, ouvertes au public. Et donc ça a permis le déploiement des installations. Ensuite, le deuxième frein, c'était la production de bio-GNV. De la même façon, il y avait 400 gigawattheures de biogaz en 2017, fin 2017, début 2018. On est à 9 Tera et demi, 9 Tera et demi, hein, donc un réacteur nucléaire et demi, comme ça a été dit tout à l'heure. On va être à 12 Tera et la trajectoire de 2030, si toutes les mesures qui sont demandées aujourd'hui sont bien prises en compte, on est sur l'équivalent et c'est là où on a du mal à se projeter, c'est l'équivalent d'un peu plus d'une dizaine de réacteurs. Donc on voit bien que, parce que quand on parle de térawattheures, les gens ne voient pas ce que c'est. Donc, beaucoup, on voit ça. Donc il fallait cette prise de conscience et cette montée en puissance de cette production. Et puis il y avait l'acceptabilité locale, hein, c'est-à-dire la prise de conscience. Démarrer pour une entreprise un changement de véhicule d'une solution qui est connue depuis plus de 50 ans, parce que la dernière fois qu'on a utilisé du gaz dans les véhicules, c'était la Seconde Guerre mondiale. Changer des habitudes, particulièrement en France, c'est quand même assez difficile. Et quand en plus on est en charge d'un business, on vérifie les impacts. Donc il y a eu beaucoup d'amendements et d'accompagnement de la filière. Et progressivement, tout ça s'est mis en route. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet.
Il nous reste un petit sujet à régler, c'est comment maintenant on fait en sorte qu'on décorrèle le prix du bio-GNV du prix du gaz. Hein. Alors de toute façon, comme demain il n'y aura plus de gaz naturel, le bio, c'est de mettre en place ce sujet-là et de faire en sorte, nous on a proposé quelque chose de simple, c'est de faire en sorte que le bio-GNV ne se retrouve jamais en sous-coté par rapport au prix du gasoil. C'est-à-dire que quand on accompagne, on le plafonne, hein, donc il y a des dispositifs qui permettraient de le faire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de frein technique, c'est-à-dire que c'est utilisé. Le monde urbain, et notamment, moi je vois dans les grandes métropoles, on voit passer des bus qui sont floqués, qui fonctionnent au gaz naturel. On voit des grandes sociétés de distribution qui livrent les supermarchés qui sont floqués, etc. Donc, dans l'esprit du public, moi j'ai été étonné quand je suis arrivé en 2018 à GRDF, on avait un taux de connaissance des gaz verts d'appréhension qui était de l'ordre de 8%. On est aujourd'hui à plus de 80%. Ça vous montre déjà, en l'espace de 5 ans, comment, à la fois dans les campagnes, on a vu émerger ces méthaniseurs et comment on en a parlé, et comment ça s'est ancré dans l'esprit des territoires, et comment, dans le monde urbain, les gens ont intégré cette solution-là comme une des solutions, à côté d'autres, comme j'indiquais, d'autres solutions technologiques. Donc aujourd'hui, on est dans une période extrêmement charnière. Je pense que la crise ukrainienne va être un accélérateur du monde dans lequel on rentre. Le prix de l'énergie va être de plus en plus cher, quoi qu'on puisse en dire, hein, puisque on va abandonner le charbon, on va abandonner le fioul. Et donc, naturellement, on va se retrouver avec moins de ressources. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir utiliser en local sera une bonne chose. Et donc, il faut l'accompagner. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut accompagner, tout en veillant à ce que ça soit réaliste et, possible. Quand je vois ces chiffres-là, dans les autocars, je rappelle juste que dans l'objectif de décarbonation de 2030, il faut qu'on fasse moins 34%. Rien que de passer au gaz, quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Passer du diesel au gaz, on en parlait avec monsieur le député, si vous dites aujourd'hui il faut aider la conversion pour un transport qui tourne au gaz, on va vous dire là c'est de l'énergie fossile. Moi je ne vous parle pas de ça, je vous dis juste on fait moins 12 sur les émissions. Donc soit on a une solution qui permet de faire mieux et il y a le bio-GNV, mais déjà on fait moins 12. Donc j'ai tendance à dire, vu l'urgence climatique, toute solution qui permet d'améliorer de toute façon la décarbonation est bonne à prendre. Et je pense qu'il faut laisser aux acteurs locaux la capacité de choisir, parce que les contraintes dans lesquelles ils sont, soit par rapport, on parlait de concurrence étrangère, soit d'écosystèmes locaux, il faut qu'ils aient cette capacité. Donc aujourd'hui, on n'a plus de problème technique, on n'a plus de problème de ressources. Le gaz vert, on le produit en local et on a cette cadence. Et maintenant, je dirais, il faut quelques verrous qu'il faut aider. Mais je suis heureux de voir que les résultats confirment toute cette évolution et ça va plutôt dans le bon sens. Très bien. Merci. Un mot, Jean-Christophe? Alors, très rapidement. Non, très rapidement, juste pour compléter les propos qui viennent d'être tenus. Et pour reboucler sur un contexte tout à fois d'économie circulaire et d'économie territoriale, à l'heure actuelle, les élus locaux dans les territoires se plaignent d'une déperdition de leurs moyens financiers qui devient de plus en plus difficile d'alimenter et de faire vivre une collectivité, notamment une communauté de communes ou une agglo. L'intérêt du développement du biométhane passe notamment par la méthanisation des stations d'épuration. Et corrélamment à ce qu'on a pu porter au niveau de l'OTRE sur ce qui nous appartient en termes de transport, on a travaillé avec des élus du territoire et notamment avec des députés. Un député d'une circonscription qui relève de mon territoire, c'est d'aller vers une très forte incitation de la méthanisation, puisqu'on sait que pour une communauté d'agglo de 22 communes, gérer une steppe coûte à peu près 900 000 €. Le jour où la même station d'épuration, on la biométhanise, on a un rapport direct financier en ligne positive dans la même communauté d'agglo à hauteur de 450 000, 500 000 €. Okay. Donc, d'un point de vue territorial, c'est tout bénéfice pour un territoire de biométhaniser. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette précision. Alors, messieurs Zulesi, monsieur Millienne, quelles sont vos positions en termes de députés? Ok, monsieur Millienne. Bonjour à toutes et à tous. Sur le rétrofit, je pense qu'on est en ligne avec Jean-Marc. C'est un sujet qu'on porte déjà depuis un certain temps. Il nous reste à organiser la filière. Notamment en termes d'homologation.
je vais dévoiler un petit secret, mais je crois qu'on va en parler cet après-midi dans un ministère important. Donc on va essayer de mettre des solutions un petit peu simples sur la table et pas se retrouver, comme j'ai pu voir certains acteurs dans les véhicules légers qui voulaient se lancer dans le rétrofit, par exemple, d'une Clio. La Clio, vous avez 19 types, vous savez, sur votre carte grise, vous avez 19 types différents, il fallait 19 homologations différentes pour le même rétrofit. Donc ça, c'est pas possible, les gens n'y vont pas. Donc alors vous pouvez faire du rétrofit de 2 chevaux, ça marche très bien, il n'y a qu'un type, là vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, vous allez avoir l'homologation, et puis vous allez pouvoir tout de suite faire un petit peu de business. Donc il y a cette partie-là à régler, mais pas à la régler simplement pour la simplifier, c'est qu'aujourd'hui en France, le rétrofit est une industrie d'avenir parce qu'on est, pour une fois, c'est pas la seule, mais pour une fois, on est très en avance sur nos concurrents européens. Ne perdons pas cette avance pour de simples problèmes réglementaires, on va dire. Donc il faut organiser la filière et faire en sorte que ça se passe bien. Moi, je voulais faire un focus sur les VUL, vous en avez parlé. C'est vrai pour les transports lourds, mais c'est vrai aussi pour les VUL. Lors de la mission Flash qu'on a menée avec Gérard Le Seul sur les ZFE, on s'attendait à avoir un problème d'acceptation sociale. Moi, je me doutais qu'il y avait un petit problème d'acceptation économique aussi, mais j'en étais pas vraiment sûr. Les deux sont à égalité, en fait. Parce que notamment sur les VUL, tous les artisans, tous les commerçants, tous les indépendants qui utilisent ce type de véhicules, et ces véhicules sont leurs bureaux, ça veut dire qu'ils sont aménagés pour qu'ils puissent exercer leur travail. L'aménagement du véhicule peut coûter jusqu'à 3 fois le prix du véhicule. Donc vous leur dites aujourd'hui, vous ne pouvez plus rentrer dans les ZFE et vous êtes obligé de changer de véhicule, passer à un électrique. D'abord, on n'est pas sûr que l'électrique soit la réponse adaptée à leur travail. Ça a été relevé pour les transports lourds, mais c'est valable aussi pour les VUL. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, ils n'ont tout simplement pas prévu dans leurs investissements d'avoir ce genre de dépenses. Et pour terminer sur ce sujet-là, il y a eu une étude qui a été faite par un assureur dont je ne me souviens pas le nom, mais qui assure beaucoup de commerçants et d'artisans. 46% d'entre eux sont prêts à aller au rétrofitage. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, mais il n'y a plus qu'à, il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions simples d'homologation. Moi, je ne suis pas technicien, on va proposer des solutions, on verra comment ça répond du côté de l'administration. Ça, c'est du réglementaire. Il faut vraiment qu'on appuie sur le bouton et qu'on appuie fort parce que le marché est prêt, les gens sont prêts. En plus, en termes écologiques, je ne vous dis pas, c'est quand même beaucoup plus intéressant quand vous n'avez pas les moyens de rétrofiter un véhicule pour en faire un véhicule propre que de l'envoyer à la destruction pour acheter un véhicule d'occasion sale. La destruction d'un véhicule, en coût CO2, c'est énorme. Donc soyons pour une fois très intelligents et faisons les choses dans le bon sens. Merci. Monsieur Zulesi. Très rapidement, peut-être pour compléter et surtout pour vous dire à quel point la représentation nationale et en particulier les députés de la Commission de développement durable et aménagement du territoire croient dans le rétrofit et en particulier dans le rétrofit BioGNV. Pourquoi ? Rétrofit, ça a été dit, sujet lié à l'économie circulaire. On en parle beaucoup, mais là, grâce à vous, on arrive à mettre des choses concrètes derrière l'économie circulaire. On a un enjeu industriel, et ça a été très bien rappelé. Nous avons la chance d'être en avance en France. Il faut continuer et il faut soutenir. Puis le deuxième point, c'est sur le sujet du BioGNV. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant le BioGNV comme une véritable ressource aussi pour nos territoires. Et si on est en capacité, comme vous le faites, et comme la représentation nationale doit le faire aussi, de soutenir cette production de BioGNV pour nos territoires, pour nos élus locaux, pour nos entreprises locales, eh bien, je crois que nous répondrons aussi à une problématique de transition écologique directement au plus proche du terrain. Je pense qu'on a un enjeu à venir qu'on portera ensemble avec Bruno Millienne et avec tous les collègues qui le souhaitent. C'est dans le cadre notamment de la discussion budgétaire, où ces sujets-là, il me semble, sont trop peu abordés dans le cadre du cadre budgétaire, parce que vous montrez votre capacité à offrir des solutions. Il faut que financièrement, on puisse accompagner plus fortement cette dynamique. Donc je pense qu'on a un travail à mener ensemble, de sorte à ce que prochain projet de loi de finances, nous ayons un dispositif, peut-être un suramortissement, un crédit d'impôt, je ne sais pas, à travailler ensemble, histoire de transformer
laissé. En tout cas, un très grand merci à vous et la représentation nationale sera à vos côtés. Merci beaucoup. Quelques mots supplémentaires, Monsieur Millienne? Oui, parce que je suis toujours très bavard, mais juste pour compléter, certains d'entre vous qui sont présents ici se souviennent que quand on a commencé la task force sur les poids lourds, véhicules de marchandises et véhicules de transport de voyageurs sous l'égide de Jean-Baptiste Djebari, c'était au précédent quinquennat, comment dire, le bio-GNV n'avait pas forcément le vent en poupe. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je voudrais remercier Jean-Marc aussi et les équipes, notamment de la Commission de développement durable, parce que c'est vraiment de cette commission-là qu'est parti le combat pour dire aux gens, arrêtez de faire ce procès au gaz et au biogaz. Ce qui est important, c'est qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce pari-là, avec vous, avec ce que vous prouvez, on va le gagner. C'est simplement le message que je voulais vous faire passer. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Alors merci à vous, messieurs, pour le soutien politique qui est effectivement nécessaire par rapport au développement de la filière et pour qu'elle puisse apparaître et vivre. Alors j'invite Alexis maintenant pour le mot de la fin et la remise du livre blanc. Alexis. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Allô, allô? Ouais. Merci. Ah, c'est mieux avec un micro qui marche. Messieurs les députés, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'abord, je dois dire que c'est une grande fierté pour l'OTRE de pouvoir présenter aujourd'hui ce livre blanc du rétrofit bio-GNV. C'est une grande fierté parce que l'OTRE, comme vous le savez, organisation professionnelle représentative auprès des pouvoirs publics, qui rassemble près de 3200 entreprises et les 80 000 salariés derrière, sur l'ensemble du territoire français, dans un grand nombre de métiers, que ce soit dans le transport routier de marchandises comme dans le transport de personnes. Et c'est vrai que ce livre blanc traduit bien l'ambition que nous avons à l'OTRE de présenter des solutions concrètes, pratiques, efficaces pour nos adhérents. Et je rappelle que nos adhérents sont principalement des PME, des TPE, des entreprises qui sont connectées avec la réalité, parfois avec la difficulté du quotidien, y compris économique. Et c'est pour ça que le rétrofit en soi est une solution qui est bien en rapport avec qui sont nos entreprises et nos adhérents. Des solutions concrètes, pratiques et avec les moyens dont nous disposons. Alors, je dois quand même rappeler que l'enjeu, pour nous, collectif, est majeur. La transition énergétique n'est pas qu'un mot, elle est un objectif ancien, affiché, tenu et maintenu par nos adhérents dans nos territoires depuis des années. Et on a toujours soutenu le mix énergétique, c'est-à-dire que toutes les options possibles pour nos adhérents doivent être à leur portée. Et tous les obstacles qui existent pour leur mise en œuvre doivent être levés. Alors là, j'entends monsieur le député parler d'obstacles réglementaires, on a aussi des obstacles financiers. Mais on voit bien que finalement, cette solution, elle est mature, il y a un marché, il y a un potentiel d'emploi. Et finalement, donc c'est vraiment le moment d'y aller et de le promouvoir. Et ce livre blanc fixe les choses de manière très claire pour qu'on puisse le mettre en œuvre et peut-être, par votre voix, nos représentants, pouvoir plaider cette cause parmi d'autres dans le mix énergétique, puisque finalement ces énergies ne sont pas en concurrence, elles sont complémentaires. Et donc ça, c'est un premier point que je voulais rappeler aujourd'hui. Le deuxième, c'est, alors si nous en sommes fiers de ce livre blanc, c'est bien parce que l'OTRE y a joué un rôle majeur, et notamment par notre secrétaire général Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Christophe Gautron, à ma gauche, qui a été très actif à l'œuvre pour à la fois fédérer, rassembler et faire en sorte que ça puisse aboutir dans un résultat tangible, concret et efficace. Donc un grand merci. Alors, c'est un peu étrange de s'auto-féliciter, mais je voudrais quand même remercier nos équipes pour ce travail, évidemment en lien avec tout ce qui a été fait par l'ensemble des acteurs. Mais merci en tout cas. Et le dernier point, c'est que ce livre blanc, je pense que c'est important de le remettre dans une certaine solennité, d'expliquer que c'est un point de départ, un point supplémentaire, une brique élémentaire de plus dans ce long travail que nous allons porter ensemble et avec vous et pour nos adhérents de l'OTRE, mais plus largement dans
dans un concert collectif pour aller vers cette neutralité carbone que nous appelons non seulement de nos voeux, mais que nous attelons à mettre en œuvre avec tous nos efforts. Voilà. Très bien, merci. Écoutez, je vous invite à remettre le livre blanc. Merci. Alexis, pardon. La deuxième version pour Jean-Marc. Non, la version pour Jean-Marc, merci. Merci. Merci, messieurs les députés, pour votre soutien. Je peux donner un petit mot de parole à la FFC, parce qu'on parle des industriels, mais ils sont là. Ok. Alors, en 2 petites minutes. Alors, nous n'aurons pas le temps pour prendre des questions-réponses. Par contre, je vous invite, par rapport aux personnes qui sont intéressées par rapport au sujet du rétrofit, à se rendre sur le stand GRDF, où nous aurons le plaisir de répondre à toutes vos questions. Comment ? Stand K062, merci les collègues. Donc, nous aurons le plaisir de répondre à toutes vos questions. Et par contre, un dernier mot pour la FFC. Donc, Monsieur le Président de la FCC. Patrick Scholton. Ok, bon, bah, finalement, il est... Ok, très bien. Écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui. Au niveau... Ah. Monsieur Scholton arrive. Monsieur le Président, on parle beaucoup des industriels. J'ai fait une fausse... Merci pour votre... Merci Alexis pour cette invitation. Merci à tous. Alors j'ai écouté attentivement parce qu'en tant que président de Solutrans et de la Fédération française de carrosserie, évidemment je suis très intéressé par le rétrofit qui fera l'objet d'ateliers à Solutrans cette année. Et ça c'est important. Le gaz bien sûr sera présent, mais j'ai un devoir de neutralité en tant que président de Solutrans et de faire en sorte de présenter toutes les énergies. Mais croyez-moi que le gaz sera en très très bonne place. Donc je vous invite tous à venir à Solutrans. Vous allez voir, c'est une édition exceptionnelle. Et puis je suis un petit peu cocorico sur les bords. On est passé premier salon européen du transport de marchandises. Donc voilà, c'est une fierté pour notre filière. Et puis je pense que chacun va en profiter. Donc merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. Merci à messieurs les députés. Merci.